Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans le 20e arrondissement de Paris, dans le comité Génération. On est très heureux de vous recevoir ce soir. On est aussi très heureux de recevoir Benoît Hamon qui est avec nous. Alors c'est le troisième épisode de ce cycle qu'on a entamé qu'on a intitulé La justice sociale, une condition de la trajectoire climatique. On s'est attaqué d'abord aux questions de justice sociale et de justice climatique, puis on a parlé il y a 15 jours des questions liées à ce qu'on a appelé les territoires perdus de la République, et on a vu finalement l'étonnante convergence qu'il y avait entre les intérêts et les besoins des quartiers populaires d'une part et du revenu et des quartiers des territoires ruraux d'autre part, pardon. Et là, ce soir, on attaque un gros morceau sur le revenu universel d'existence qu'on a appelé, qu'on va essayer de lier à la question climatique et voir les réponses qu'il peut apporter à la question climatique. Alors, très vite, l'idée de ce cycle, c'est évidemment de promouvoir l'idée qu'on ne peut pas travailler en considérant d'un côté la question climatique et d'autre côté la question sociale, parce qu'on considère que c'est une seule et même chose et que l'un ne pourra absolument pas progresser sans l'autre. Et que si on veut arriver à réussir une trajectoire climatique qui devient de plus en plus cruciale, on n'y arrivera pas si les injustices sociales persistent. Et par ailleurs, il ne sera pas possible d'assurer une forme de justice sociale dans un climat et des conditions environnementales qui se dégradent encore. Donc ce soir, on accueille Benoît. Je vais passer la parole à Claire, qui va nous présenter notre invité, même si il n'est plus besoin de le présenter, mais en tout cas nous le présenter. Et puis ensuite, on attaquera directement la discussion avec Benoît. Claire, à toi. Oui, bonjour. Alors, dans ce cycle, la justice sociale, condition de la trajectoire climatique, comme vous l'a dit Nicolas, on a d'abord fait une première séance avec Quentin Parinello d'Oxfam et qui nous a parlé de répartition des richesses en termes de constat. Après, on a reçu Salam Okran et Cédric Szabo des territoires dits oubliés, qu'ils soient urbains ou ruraux, de leur ressenti de terrain face aux crises que nous traversons et les réponses à y apporter. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Hamon, qui est notre invité pour cette troisième conférence avec son plaidoyer pour un revenu universel d'existence. Je rappelle trois petits trucs sur Benoît Hamon, ancien ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, donc de 2012 à 2014, puis ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2014. Il fonde le mouvement Génération en 2017. Le livre, je vais être très succincte, le livre qu'il a écrit sur le sujet commence par une citation d'Hugo. On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées. Et celle du revenu universel d'existence, depuis l'élection de 2017, est restée dans les têtes et a résisté et a mûri. Dans une époque particulièrement difficile où les crises successives, qu'elles soient écologiques, sanitaires ou financières, l'appétit de domination de certains et l'injustice sociale développent, force est de constater, des réponses de haine et un repli nationaliste. L'idée du revenu universel d'existence et de la promotion de l'écologie sociale sont deux réponses proposées pour surmonter les crises que nous traversons et assurer la relève de notre société. C'est un vrai changement, de logiciel qu'amène le revenu universel d'existence, avec la très belle idée d'héritage commun sur lequel il se fonde. Changement de logiciel sur ce que nous mettons derrière la valeur travail, la hiérarchie entre la machine et l'homme, le progrès technique au service de qui, de quelle valeur, mais aussi sur la notion très capitaliste de croissance, sur les conséquences lourdes que ça a sur notre planète.
et l'importance primordiale du combat écologique où la nature n'est plus considérée comme une ressource, mais comme un bien commun. Enfin, le revenu universel d'existence comme un outil de prédistribution des richesses, comme un outil d'émancipation. On peut aujourd'hui avoir un emploi et un salaire sans vivre décemment, sans être véritablement libre ni maître de son destin, en libérant chacun d'une dépendance exclusive aux revenus qu'il tire de l'emploi. Bref, je le laisse vous parler de tout ça, je vous laisse en parler avec lui via les questions que vous pourrez lui poser et je te repasse la parole, Nicolas, pour que tu nous expliques comment faire. Alors, très rapidement, avant de passer la parole à Benoît, en fait, sur YouTube et sur Zoom, pour ceux qui y sont, il suffit de vous poser vos questions dans le chat. On a un système qui nous permettra de les récupérer et de les poser pour vous à Benoît. Voilà, Benoît, je te propose que tu commences à nous faire un petit exposé qui peut durer un quart d'heure, 20 minutes, et puis ensuite, après, on commencera la discussion. Voilà, à toi. Bon, merci Nico, merci à tous, merci à vous de m'inviter. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si vous pouvez faire ça pour me dire si vous m'entendez bien, cool, ok. Bon, d'abord, merci de m'inviter à évoquer avec vous la question du revenu universel. Comment commencer? Je vais essayer de partir de la réalité que nous sommes en train de vivre. Ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que quand on parle de la gauche, on l'associe assez peu à la question sociale. On l'associe, mais c'est bien, d'ailleurs, de plus en plus à la question environnementale, écologique, climatique. Mais on ne sait pas bien ce qu'elle proposerait de radicalement nouveau et différent sur la question sociale, qui soit de nature à permettre une émancipation des personnes, c'est-à-dire le fait que nos concitoyennes et nos concitoyens puissent véritablement demain décider de leur propre vie et choisir leur destin. On voit mal ce qui aujourd'hui serait de nature à radicalement changer le rapport de force entre le travail et le capital, changer les règles du jeu qui jusqu'ici ont conduit, en tout cas dans les 20 dernières années, la gauche a constaté que le rapport de force lui était de plus en plus défavorable au point, sur la question du temps de travail, sur la question des droits associés au travail, sur la question des salaires, au point de perdre systématiquement toutes les batailles depuis 20 ans. Et ce que je crois qui est extrêmement important pour aujourd'hui la famille de l'écologie politique et de la gauche, c'est d'abord de faire l'inventaire des échecs qui ont été les siens depuis 20 ans et d'essayer de penser la redistribution des richesses et la question sociale peut-être différemment de la manière dont elle l'a pensée jusqu'ici. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Il me semble qu'il y a deux paramètres suffisamment radicaux qui changent pour que, évidemment, ils remettent aussi en cause la manière dont on pense la redistribution des richesses. Le premier paramètre qui change, c'est évidemment la question de l'impasse qui est celle de l'anthropocène, de notre modèle de développement, des impacts écologiques du capitalisme, et qui suppose qu'on change radicalement de modèle de développement et qu'on essaye de concevoir et l'entreprise comme lieu de production et la consommation, c'est-à-dire nos propres comportements, différemment, qu'on cesse de penser l'entreprise comme seulement un centre de profit, qu'on cesse de penser nos propres comportements de consommation comme ceux de femmes et d'hommes qui assouvissent systématiquement des désirs consuméristes au grand marché mondial ou local, peu importe, mais qu'on essaie d'imaginer des nouveaux modes de production et des modes de consommation. Le deuxième ingrédient ou deuxième critère ou paramètre qui change, c'est évidemment la révolution numérique. On fait face à une révolution numérique dont les rythmes et l'intensité des bouleversements et des transformations qu'elle propose n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a pu connaître sous la révolution industrielle.
C'est comme si tous les mois, on avait l'équivalent d'une découverte qui correspondait à la découverte de l'électricité ou que sais-je encore. On a un rythme, une intensité des innovations techniques et technologiques qui ne permet plus aujourd'hui de vérifier l'équation selon laquelle, c'était la fameuse équation de Schumpeter, l'équation selon laquelle, quand il y a une innovation technologique, il y a effectivement des destructions d'emplois anciens liés au modèle ancien, mais il y a des créations d'emplois plus nombreuses dans des secteurs modernes liés à ces innovations technologiques qui sont plus nombreuses que celles qui sont liées aux emplois anciens. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et ça n'est plus vrai. Et aucune étude ni il y a 10 ans, ni aujourd'hui, ne démontre que l'innovation technologique liée à la révolution numérique crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Et c'est comment dire, un des paramètres qu'il faut intégrer dans notre réflexion. Aujourd'hui, on a une révolution numérique qui amène à ce que non seulement les métiers d'exécution manuelle sont remplacés par des machines, mais aussi des métiers intellectuels sont remplacés par des machines. Je regarde Nicolas Bremer en même temps que je vous parle, mais qui est journaliste, à ma connaissance, sauf à ce qu'il ait changé de métier. Et aujourd'hui, on constate que dans ce métier-là, c'est désormais l'intelligence artificielle qui se substitue aux journalistes pour écrire des articles qui sont des articles d'actu que vous lisez aujourd'hui quand vous cliquez sur Internet et que vous allez dans la rubrique actualité de Google. Un certain nombre des papiers que vous lisez sont des papiers qui ne sont pas écrits par des personnes, mais qui sont écrits par l'intelligence artificielle. Et on voit aujourd'hui que le rythme auquel l'intelligence artificielle remplace les métiers qui étaient des métiers ou des emplois occupés par des hommes est tel que eh bien, nous ne sommes pas en capacité, en tout cas les sociétés humaines ne sont pas en capacité de s'adapter aussi vite que l'économie remplace des hommes par des machines, des robots ou l'intelligence artificielle. D'ailleurs, au passage, puisqu'à chaque fois que j'évoque cette question-là, on me dit, mais monsieur Hamon, vous êtes ce qu'on appelle un néoludite. Alors, les ludites, ça renvoie à un général qui s'appelait le général Ludd, qui était dans la Grande-Bretagne de la Révolution industrielle, avait mené une révolte avec des ouvriers contre le remplacement des métiers qui étaient ceux de ceux qui tissaient le textile par des machines, la machine à tisser, et qui cassaient les machines à cette époque-là. Et aujourd'hui, moi, je pense que ce dont on parle n'a absolument rien à voir avec la révolution industrielle, parce que dans les faits, là où on nous dit, bah, écoutez, ces métiers qui étaient des métiers difficiles vont être remplacés par des community managers, par des gens qui programment, etc., ben, rien n'interdit de penser que dans quelques années, l'intelligence artificielle soit capable elle-même de programmer ce que seront les nouvelles applications de demain. Ce ne seront plus des hommes peut-être qui programmeront, mais peut-être l'intelligence artificielle créée par les hommes qui programmera elle-même ces prochaines vies et ces prochaines extensions. Donc nous sommes dans un moment qui est un moment où à la fois la question de notre modèle de développement, du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, nous interroge sur la façon dont la richesse se crée et la manière dont elle est redistribuée, mais aussi la révolution numérique suppose que l'on repense la question des revenus des personnes, plus simplement en fonction de l'emploi, mais en fonction du travail. Et la première chose que je veux dire, moi, dans ma propre réflexion, qui m'a amené à défendre le revenu universel, elle a été de regarder ce qu'est le travail. Le travail, ça n'est pas que l'emploi. Et d'ailleurs, quand vous regardez vos propres vies, il y a toute une série de tâches que vous allez associer à du travail dans vos vies. Un travail parce que vous l'associez à un effort, que parce que vous l'associez à une peine, parfois même à une souffrance, à une difficulté, à un effort, donc, et que vous qualifieriez de travail, mais qui n'est pas un travail rémunéré, qui n'est pas un travail dans l'emploi et qui ne fait l'objet d'aucune espèce de contrepartie monétaire ou numéraire. Eh bien, la première chose, c'est de regarder le travail dans sa globalité, dans sa totalité, de voir qu'aujourd'hui, comme consommateur, on travaille de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'une partie des tâches qui étaient auparavant le travail de personnes qui étaient payées pour cela, je vais aller à l'essentiel, mais pour qu'on comprenne vite, le travail d'une personne au guichet à la SNCF,
placé par votre application sur votre téléphone quand vous prenez le train, le travail d'une caissière ou d'un caissier dans une grande surface que vous avez rempli, qui a été remplacé désormais par un robot. On voit aujourd'hui que, comme consommateur, vous allez vous réaliser des tâches qui étaient des tâches auparavant salariées. Pour autant, vous n'êtes pas payé pour ces tâches. Vous alliez y trouver une forme de confort, d'aisance, de rapidité, de fluidité. Mais la réalité, c'est que vous réalisez un travail gratuit, souvent non conscient, et qui se substitue à ce qu'était l'emploi salarié de quelqu'un auparavant. Donc le travail, ça peut être celui du consommateur, mais ça peut être aussi le travail bénévole de plusieurs d'entre vous qui, une fois que vous rentrez chez vous, vous consacrez à entraîner des gamins au foot, à faire des cours de trompette dans un conservatoire ou dans une association, à aider des migrants dans un travail bénévole, dont vous voyez que c'est un travail qui suppose un investissement personnel, un effort personnel, que vous faites avec plaisir, parce que c'est un travail que vous avez choisi, à la différence parfois de votre emploi, que vous n'avez pas choisi, mais auquel vous consacrez du temps parce que c'est le seul moyen pour vous d'avoir un salaire. Mais ce travail choisi, le travail bénévole, est aussi un travail, tant et si bien d'ailleurs que dans la comptabilité nationale aujourd'hui, ce travail bénévole est mesuré en équivalent temps plein, ce qui veut donc bien dire que ça correspond à un travail qui est un travail utile à la société. Si on va plus loin, quand vous êtes à la maison, on parle bien de travail domestique. Alors, il est sans doute très genré, le travail domestique aujourd'hui, puisqu'il est plus réalisé par les femmes que par les hommes, au point même d'ailleurs que les féministes parlent de double journée de travail. C'est donc bien un travail qui lui aussi ne fait l'objet d'aucune forme de contrepartie. Et moi, je pense que la première chose, un des efforts que nous devons faire, c'est d'envisager le travail dans toutes ses dimensions. Le travail, ce n'est pas seulement l'emploi. Donc, si tout travail mérite salaire, eh bien, il faut que le travail réalisé en dehors de l'emploi ait aussi une contrepartie, une correspondance en termes de revenus. Première justification, me semble-t-il, à l'existence du revenu universel. Le deuxième effort qu'il faut qu'on fasse, me semble-t-il, quand on réfléchit à l'échec de toutes les stratégies de redistribution que propose la gauche depuis 20 ans, que ce soit la gauche radicale ou la gauche modérée, il n'y en a aucune qui marche aujourd'hui, c'est d'essayer de penser la redistribution des richesses dans le rapport de force qui est celui qui existe entre le capital et le travail à l'échelle mondiale. Jusqu'ici, en tout cas dans les 30 glorieuses, le compromis entre le capital et le travail, il se faisait au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche, voire même au niveau interprofessionnel, au niveau de la nation, quand le marché était essentiellement national et quand on pouvait discuter entre des interlocuteurs qui parlaient à la même échelle, à l'échelle de l'entreprise, de la branche ou de la nation. Dès lors qu'il y a eu la mondialisation, et dès lors qu'il y a eu mondialisation des marchés, on se retrouve aujourd'hui avec un capital qui est international, mais une force de travail qui se vend à l'échelle d'un territoire local, régional, de branche ou national. Et il y a donc une asymétrie qui existe, qui fait qu'aujourd'hui, le travail ne peut plus se défendre comme il se défendait au moment des 30 Glorieuses. Et il y a une asymétrie dans le rapport de force, une perte de pouvoir des salariés qui explique la dégradation aujourd'hui des salaires, la dégradation des conditions de travail, la dégradation de l'organisation du travail, et qui nous invite à repenser et la protection sociale, les droits associés au travail ou aux citoyens, et également la question de la redistribution de la richesse. Et moi, je trouve que dans le revenu universel, il y a une idée qui est une idée, en tout cas, qu'il faut qu'on creuse. Récemment, pour rien vous cacher, j'avais un échange avec Jean-Luc Mélenchon où nous parlions du revenu universel, où je lui disais, il faut que tu creuses cette idée-là, tu dois regarder cette idée telle qu'on la propose. Je l'ai dit aussi à d'autres, hein, vous rassurez-vous, en vous citant Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas en train de vous proposer un choix au présidentiel, moi je suis pour un candidat unique, donc je vais d'ailleurs, que ce soit Mélenchon, un social-démocrate ou un écolo, moi je prends le candidat unique. D'ailleurs, je ne soutiendrai que le candidat unique, mais celui qui défend le revenu universel, parce que ça ne m'intéresse pas, les autres scénarios ne m'intéressent pas. Mais je disais donc à Mélenchon comme à d'autres,
que ce qui est intéressant avec le revenu universel, dans ce que propose, en tout cas philosophiquement, ce que proposait Thomas Paine et quelques autres après, c'était de regarder à quoi correspond le PIB d'une nation. Le PIB d'une nation, il correspond en partie à la richesse que l'on crée par notre travail, par notre activité, mais en partie, une fraction de ce PIB, chaque année, est liée à l'héritage, à la rente, en quelque sorte, des innovations, du génie, des créations, du travail de ceux qui sont morts et nous ont précédés. Donc, une partie de notre richesse n'est pas liée à notre travail, mais liée au travail de ceux qui nous ont précédés. Et ce qui est intéressant dans l'idée du revenu universel, c'est qu'elle pose que si la richesse d'une nation est composée du travail de ceux qui sont vivants, mais en partie du travail de ceux qui sont morts, rien ne justifie que le travail de ceux qui sont morts se concentre entre les mains de quelques-uns. Et si on sait chiffrer le montant ou le volume de cette richesse chaque année comptabilisée dans les comptes nationaux qui est liée à ceux qui nous ont précédés, eh bien, cette part de la richesse liée au génie de ceux qui nous ont précédés, elle doit être répartie équitablement entre tous les citoyens d'une nation. Et cette prédistribution des richesses, à quoi correspond le revenu universel, c'est une petite révolution mentale et culturelle pour la gauche. Cela veut dire que au moment où on réfléchit au financement de la protection sociale, au moment où on réfléchit à la réduction du temps de travail, au moment où on réfléchit à la politique salariale, on peut raisonner selon finalement la façon dont on l'a fait en termes de rapport de force depuis les 30, 40 ou 50 dernières années, mais on peut aussi dire que si cette négociation, ce rapport de force doit s'exercer, il doit être précédé d'une prédistribution des richesses qui correspond à la richesse dont nous héritons tous, c'est-à-dire le génie de ceux qui nous ont précédés, et qu'il est parfaitement justifié que personne, ou en tout cas qu'une minorité, ne s'accapare pas. Rien ne justifie qu'une minorité s'accapare aujourd'hui ce génie-là, et il est beaucoup plus justifié qu'il soit réparti sous forme d'une distribution équitable, égale d'ailleurs, d'un revenu mensuel à chaque personne. Deuxième justification philosophique au revenu universel, finalement le revenu universel ne correspond pas à l'effort de quelques-uns pour tous, mais correspond juste au fait qu'on reçoit, chacun d'entre nous, notre part liée à l'héritage que nous laissent ceux qui nous ont précédés. Cette réflexion-là sur la prédistribution des richesses, elle a l'immense avantage de se dire qu'à partir du moment où on reçoit tous, moi je propose 750 euros, mais 500, 600, 750 ou 1000 euros liés à l'héritage de ceux qui nous ont précédés, on repense ensuite la négociation capital-travail dans des termes un petit peu différents et un peu moins sous le couteau sous la gorge que si justement on ne fait pas le revenu universel. Donc, moi, je crois qu'avant d'ailleurs de rentrer dans tous les détails du revenu universel, c'est important de reposer les principes philosophiques qui le justifient. Et je le dis aux gens de gauche qui me disent oui, mais c'est important la valeur travail, mais le revenu universel, c'est justement reconnaître le travail et tout le travail. Tout le travail. Pas simplement le travail dans l'emploi. Au nom de quoi une société ne reconnaîtrait que le travail dans l'emploi, surtout quand cet emploi est réalisé dans une entreprise qui n'est conçue que comme un centre de profit et qui est le lieu de la non-citoyenneté, puisque l'entreprise est le lieu où, au moment où vous signez un contrat de travail, vous acceptez un lien de subordination à votre employeur, vous cessez donc d'être libre et vous cessez donc d'être citoyen. Aujourd'hui, l'entreprise, quoi qu'on en dise, hélas, contre ce qu'était le désir de Jean Jaurès qui voulait faire rentrer la République dans l'atelier, l'entreprise, c'est un lieu non démocratique. Et c'est pourtant le lieu dans lequel on passe le plus de temps, c'est le lieu dans lequel le pouvoir est le monopole d'une seule partie prenante, l'actionnaire. Donc on ne peut pas, nous, regarder cette situation sans avoir une ambition démocratique pour l'économie et l'entreprise, mais sans essayer de réfléchir à la façon dont révolution numérique oblige, réchauffement climatique oblige, on pense la redistribution des richesses dans des termes qui sont différents de celles d'une époque où, fondamentalement, le bonheur des salariés était indexé sur quoi? La prospérité est indexée sur quoi? Sur la croissance du PIB. Et rien d'autre que sur la croissance du PIB.
il y a des représentations de la richesse et en clair du bonheur des individus qu'il faut qu'on modifie radicalement. Et en cela, le revenu universel, me semble-t-il, permet de repenser et le travail, et l'héritage, et la propriété, et la redistribution des richesses. Alors, je ne sais pas quel est l'aspect que vous voulez que je développe en plus, mais le revenu universel, aujourd'hui, fait l'objet de beaucoup de faux amis, on va dire. On parle revenu de base, on parle revenu minimum, tout est confondu, tout est mélangé. Il y a beaucoup de gens, de journalistes qui m'interrogent, ils me disent vous qui avez défendu le revenu universel, vous devez être content que le RSA puisse être étendu aux jeunes. Bah oui, je suis content, mais ça n'a rien à voir. Étendre le RSA aux 18-25 ans, c'est juste réparer l'erreur historique qui a consisté à rendre éligible au RMI, puis ensuite au RSA, les adultes à partir de 25 ans, ce qui ne se faisait dans aucun pays européen. Alors après, une fois que j'ai dit ça, les journalistes me disent ah oui, bah alors vous devez être content si demain on automatise le RSA. Oui, je suis content si demain on automatise le RSA, c'est-à-dire le minimum pour vivre, quand dans notre pays, pour obtenir ce minimum pour vivre, on demande aux pauvres de remplir un dossier, ce qui fait que 30% de ces pauvres n'ont pas le RSA tous les mois sur leur compte en banque. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Donc c'est effectivement un programme en matière de lutte contre la pauvreté, mais là encore, on répare ce cynisme qui est celui de l'administration à Bercy, qui a imaginé que pour avoir le droit au RSA, les pauvres doivent demander le RSA, alors qu'on savait parfaitement que dès lors qu'on pousse les gens à demander le RSA, on sait qu'une partie d'entre eux, parce qu'ils ont honte, par perte d'estime d'eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissent pas les procédures, ne le demanderont pas. Donc oui, je suis pour le RSA 18-25, oui, je suis pour l'automatisation, mais ça n'a rien à voir avec le revenu universel. Pourquoi? Parce que le revenu universel, il serait, comme son nom l'indique, distribué à tous, universel, qu'il serait inconditionnel, aucune contrepartie n'exigée en échange, et qu'il est individuel. Votre situation familiale ou conjugale ne change rien au montant du revenu que vous recevrez. Aujourd'hui, quand vous avez le RSA et que vous êtes en couple, votre couple va recevoir moins que si vous déclarez être au RSA en étant célibataire. L'impact de votre RSA si vous êtes marié, bah, il va diminuer. Donc, il y a aujourd'hui des règles qui sont des règles que nous n'appliquerions pas au revenu universel. Le revenu universel, s'il est lié au fait qu'on hérite tous de la même part de l'héritage de ceux qui nous ont précédés, il justifie que, quelle que soit notre situation familiale, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on le reçoive. Donc, c'est, tel que la cible que je le propose, 750 € par personne. Alors après, on y reviendra. Pour arriver à cette cible, et peut-être même aller au-delà, au niveau du seuil de pauvreté, 1 000 €, pourquoi pas, ou au-delà, il faudra plusieurs étapes. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on passe de 0 pour tous les Français à 750 ou 1 000 €. Donc il y a des étapes, comme dans toutes les grandes réformes, comme la sécurité sociale. Aujourd'hui, vous jouissez de droits qui sont vieux de près de 80 ans. Et la sécurité sociale de vos grands-pères ou arrière-grands-mères n'a rien à voir avec celle dont vous jouissez et qui a été créée en 1945 et qui est différente, ou 46-47, de celle dont vous jouissez aujourd'hui. Donc le revenu universel aussi, il y aura une montée en puissance. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce que change le revenu universel, c'est qu'il modifie radicalement comment dire, la possibilité pour les citoyens de choisir leur vie. Je m'explique. Et ce sera, je vois Nico qui commence à froncer les sourcils, donc Non. je suis trop long. Ou alors c'est parce que tu es passionné, que tu te concentres sur un Voilà, truc c'est ça, un je peu suis compliqué. ça. Bon, il faut dire, je vais affranchir tout le monde, je le connais depuis très très longtemps ce gars-là. Donc, bon, et donc, le point le plus important, c'est que le revenu universel, il change radicalement la vie de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre un boulot qu'ils n'aiment pas avec un petit salaire parce que c'est le seul moyen pour eux de vivre. Que change le revenu universel? C'est d'abord un outil d'émancipation individuelle et de démocratisation de l'ordre économique. Aujourd'hui, on est tous à regarder la démocratie qui chancelle, les institutions qui sont malades, les services publics qui sont aujourd'hui devenus
des lieux, je pense à la police, je lisais sur France Inter un sondage qui montrait que 74% des policiers d'actifs s'apprêtent à voter Marine Le Pen en 2022. Si ce n'est pas une institution malade, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je vais vous le dire, je vais le nommer, c'est enregistré. Une institution ou un service public auquel on a confié des armes, des pistolets, des fusils mitrailleurs pour nous protéger et qui s'apprête à voter Marine Le Pen en 2022, vu la représentation qu'il a du monde, oui, cette institution est malade. Et je sais, et quoi qu'on en dise, il y a un vrai problème. Bon, donc, quand on est dans une situation comme celle-là, on a besoin aujourd'hui d'instruments pour permettre l'épanouissement des individus, la démocratisation de la société. Et la démocratisation de la société, c'est aussi la démocratisation de l'ordre économique. Et moi, je crois beaucoup qu'il faut qu'on reprenne le travail là où l'avait laissé Jaurès, quand il avait dit « Ne laissez pas, s'il vous plaît, la République aux portes de l'atelier ». On l'a laissé aux portes de l'atelier. On a accepté que dans l'entreprise, en raison du contrat de travail, il n'y ait plus de citoyenneté à proprement dit. Et le revenu universel, qu'est-ce qu'il change? Parce qu'il fait que votre revenu n'est plus seulement dépendant de votre emploi, il vous permet de retrouver non seulement une capacité de négociation avec votre employeur, donc de rapport de force, mais aussi une liberté que vous n'avez jamais eue jusqu'ici. En tout cas, pour bon nombre de ceux qui ont un salaire modeste. Et je le dis parce que c'est ça qu'il faut tenir comme discours. Parce que bon nombre de ceux qui votent Le Pen aujourd'hui, ou vont voter Le Pen, sont ceux qui disent « j'ai un petit salaire, j'ai un salaire de merde, j'ai un horizon à court terme ». C'est à eux que le revenu universel s'adresse en premier, parce que c'est à eux qu'il va changer radicalement la vie. Il va leur donner la possibilité de choisir leur vie, de s'émanciper, de s'épanouir, de discuter, de négocier avec leur employeur, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. Et c'est ça l'autre aspect du revenu universel, c'est que c'est profondément un instrument d'épanouissement et de démocratisation de la société française, en tout cas de toute société à laquelle il s'applique. Alors, le point positif, c'est qu'il y a de plus en plus de personnalités, d'intellectuels, de personnes qui s'y rallient. 66% des électeurs de gauche, dont les électeurs de la France insoumise, je le signale, puisqu'ils avaient beaucoup combattu le revenu universel, sont désormais favorables au revenu universel. Donc c'est quand même un gros bouger par rapport à l'élection présidentielle. Dans le monde, on a aussi évidemment des expérimentations qui démarrent, des autorités spirituelles comme le pape François qui ont pris position en faveur du revenu universel et sur des bases qui sont intéressantes, qui ne sont pas le revenu de base, justement, qui sont le revenu universel. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on ait ce débat à gauche sur la question sociale de la manière la plus franche et positive possible, sans se renvoyer d'anathème ou d'oukase au visage. C'est sans doute par le revenu universel que la gauche parviendra à retrouver une base sociale dans les classes populaires qu'elle a perdue. En tout cas, c'est ma conviction profonde, parce que je crois que c'est plus que dans l'air du temps, c'est le sens de l'histoire. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà les gens qui nous écoutent, toutes, il y en a déjà quelques questions qui ont été posées. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui était un petit peu l'intitulé sur la question climatique et la question, enfin, environnementale et climatique et le lien avec le revenu universel. Un des présupposés que tu poses sur le constat que tu fais sur l'impact des logiques d'accumulation capitaliste sur le climat, sur la planète, en disant notamment que la croissance est devenue davantage un problème qu'une solution. Est-ce que tu pourrais revenir sur le lien qu'il y a entre le RUE et le combat sur la planète, et en particulier sur la manière dont il peut contribuer à changer le logiciel de nos sociétés, en particulier sur la consommation et les hiérarchies qui structurent aujourd'hui, enfin les hiérarchies de valeurs essentiellement, enfin, qui structurent aujourd'hui notre rapport au bien et au bien au pluriel, et donc à la consommation et à la fabrication des biens. Alors, évidemment, le sujet de la consommation à outrance et la façon dont aujourd'hui on se réalise à travers le fait d'acheter, de posséder, de consommer, c'est une question
fondamentale. Et moi, j'entends la remarque ou la critique de ceux qui disent, mais avec le revenu universel, vous augmentez les revenus, donc vous augmentez aussi, euh, comment dire, le fait que les gens consomment, vous alimentez, vous mettez du carburant dans le consumérisme et dans le système capitaliste. La réalité, quand même, qu'il faut qu'on se dise, c'est que aujourd'hui, les gens ne sont pas payés à hauteur de ce qu'ils produisent et de leur contribution à la création de la richesse. C'est une première chose. Et donc, le revenu universel, c'est aussi une mesure de justice sociale et qu'il est parfaitement légitime que des personnes aient le droit, ou que des salariés ou des individus aient le droit à un revenu décent par rapport à l'effort qu'ils font et surtout par rapport à la richesse qu'ils créent. Première chose. Cette richesse qu'ils créent, elle n'est pas que numéraire, elle n'est pas que marchande, elle peut être aussi sociale quand on crée du lien social comme bénévole. Et ça aussi, je pense que ça mérite une reconnaissance et une contrepartie qui peut être une contrepartie sous forme d'un revenu universel. Que change le revenu universel selon moi? Aujourd'hui, en réalité, notre système est le système capitaliste, notamment le modèle qui est le modèle consumériste, est particulièrement prédateur de l'environnement, a des impacts écologiques qui sont particulièrement négatifs. Pourquoi? Parce que nous entretenons, notamment en Europe, euh, finalement deux économies, une économie classique et une économie low cost. L'économie low cost, c'est quoi? C'est le mirage de l'accès à l'abondance pour des millions de personnes, sinon des dizaines de millions de personnes qui sont sous-payées et mal payées, et à qui on dit, vous avez accès à l'électroménager comme tout le monde, vous avez accès à tous les grands biens de consommation comme tout le monde, à des prix très 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 bas. Pourquoi? Parce que nous les fabriquons dans des conditions où leur espérance de vie est courte, où leur qualité est mauvaise, où leurs impacts sociaux et écologiques sont catastrophiques. Sociaux, pourquoi? Parce qu'ils sont fabriqués loin de nous, dans des conditions qui sont des conditions d'exploitation des travailleurs qui sont insupportables. Et écologiques, pourquoi? Parce que là aussi, ils sont fabriqués loin de nous, donc l'impact carbone est catastrophique. Et surtout, les matières qui sont utilisées ou toutes les process sont aussi des process qui sont totalement ignorants des enjeux écologiques aujourd'hui. Donc l'économie low cost, c'est ça. Que change le revenu universel? Le revenu universel, il permet à une personne qui jusqu'ici n'avait pas d'autre choix que de consommer par le low cost, de consommer autrement que par le low cost. Désormais, de nous orienter vers ce qu'on pourrait appeler le juste prix de ce qu'on consomme. La réalité dans nos modes de consommation, c'est quand aujourd'hui, notamment avec le confinement, on va sur des sites qui sont des sites d'achat en ligne, on achète des biens ou des services, parfois pas à leur juste prix. C'est quoi le juste prix? C'est ce qui permettrait d'acheter un produit ou un service à un prix qui permette de payer correctement la personne qui l'a produit et les personnes qui l'ont transporté, transformé, peu importe jusqu'au moment où ça m'arrive, à moi, au moment où je le reçois, mais aussi le juste prix, c'est le prix qui nous permet d'être certain que les conditions de production de ce service ou de cette marchandise n'ont pas un effet négatif sur le réchauffement climatique et négatif, par exemple, sur la biodiversité ou en termes de pollution de l'air, que sais-je encore. C'est ça le juste prix. C'est d'ailleurs l'esprit du commerce équitable. Quand on y réfléchit bien, le commerce équitable, qui est un commerce aujourd'hui, même s'il se développe, qui reste très minoritaire, c'est le commerce qui vous garantit des circuits courts, c'est-à-dire qu'il y a le moins d'intermédiaires possible entre vous, acheteur, et celui qui a produit, mais surtout que le producteur se verra garantir un prix qui lui permet de vivre décemment, d'avoir accès à la santé, d'avoir accès à l'éducation et de le faire dans un environnement qui est un environnement et un écosystème qui soit garant de la préservation du vivant, du milieu naturel, etc. C'est ça l'esprit du commerce équitable. En clair, il faudrait polliniser les principes du commerce équitable à tout le commerce mondial. Y arrivera-t-on du jour au lendemain? Évidemment non. Mais que change le revenu universel? Ben cela. Il me permet, là où je n'avais pas d'autre choix que d'acheter des céréales Kellogg's, des produits agroalimentaires de faible qualité et à bas prix, il me permet de basculer sur des légumes bio, sur des produits plus chers bio, mais dont je suis certain qu'ils permettent de rémunérer correctement les personnes. Bref,
à la fois des produits de qualité pour moi, plus respectueux de ma propre santé, plus respectueux aussi d'une éthique de production qui garantira le respect de l'écologie et le respect d'un minimum de justice sociale. C'est cela que change le revenu universel. Il offre la possibilité du choix. Alors, on va me dire, il y a des gens qui vont passer d'un salaire de 1400 euros plus 750 euros et qui vont le consommer abondamment en achetant de la merde et en continuant à acheter de la merde. C'est vrai. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui, pardon de vous le dire, choisiront justement la qualité pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Choisiront des biens d'équipement qui sont plus chers mais réparables, dont l'espérance de vie est plus longue, qui choisiront une alimentation de plus grande qualité, plus chère, mais plus respectueuse de leur santé, aussi plus respectueuse de l'environnement. Donc tout ça va se transformer. Et le revenu universel, c'est aussi un instrument par lequel on changera les modes de consommation. Et moi, je ne crois pas à la transition écologique sans revenu universel. Je vous le dis, si les États changent, si sous le poids des nouvelles réglementations, les entreprises changent, formidable. Et si on ne donne pas les moyens aux consommateurs d'une alternative au prix bas, qui sont ceux de la grande consommation, vers lesquels ils vont parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, eh bien, il n'y aura pas de transition écologique. S'il n'y a pas alignement des planètes entre un consommateur qui sélectionne les produits selon ses impacts sociaux et écologiques, un producteur qui change ses modes de production de façon à réduire ses externalités sociales et écologiques négatives, et une puissance publique qui pense le long terme et programme les investissements nécessaires à changer de modèle de développement, s'il n'y a pas ces trois ingrédients qui s'alignent, il n'y aura pas de transition écologique. Et le revenu universel, c'est, me semble-t-il, l'ingrédient central d'un changement de comportement des consommateurs. Ce que nous disait Salah Mokrane il y a 15 jours, il disait dans les quartiers, lui, il voyait qu'il y avait une mobilisation des populations sur les questions environnementales qui était croissante et qu'elle passait en particulier sur les questions d'alimentation et de meilleure qualité de l'alimentation. Et c'est sûr que cette qualité, elle passe par la possibilité qu'on offre aux gens d'y consacrer davantage d'argent. C'est assez clair pour le moment. Alors, il y a une question qui t'est posée sur ce que tu pensais des emplois verts pour tous, entre guillemets, qu'on oppose assez souvent au revenu universel. C'est complètement con. Non mais, Opposé. non mais oui, déjà moi je suis content que le PS ait eu une idée, hein, mais que la première chose qu'il trouve, c'est de prendre cette idée pour dire ah non, c'est beaucoup mieux que le revenu universel. C'est que tout le monde vient au revenu universel. Le seul parti, d'ailleurs, au passage, qui cherche à se débarrasser du revenu universel, c'est le parti dont le candidat a été le premier à la défendre dans une élection présidentielle. Donc, bon, je laisse Olivier Faure à ses manifestations. Donc, bon, bref. Donc, je trouve ça stupide d'opposer l'un à l'autre. Je pense que c'est complémentaire. D'ailleurs, il y a un très bon papier de Thomas Piketty dans Le Monde qui fait une chronique où il évoque, alors je ne suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, c'est la recherche d'une synthèse intelligente entre capital d'émancipation pour les personnes, que j'évoque d'ailleurs dans mon livre, c'est quand le revenu universel est versé aux mineurs et qu'il est immobilisé sur un compte qui n'est disponible qu'au moment des 18 ans. Et Thomas évoque en plus de ça le principe d'un revenu de base, ce qui n'est pas le revenu universel, plus le principe de ce qu'on appelle la garantie d'emploi, qui va au-delà des emplois verts. Tout ça se combine et je trouve... tu ne compares pas un sirop contre la toux et un vaccin contre une maladie, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis pour les garanties d'emploi, mais tel que c'est parfois proposé comme le revenu de base, ça ressemble à un sirop contre la toux et ça ne se compare pas au revenu universel, dont la portée est évidemment radicalement plus importante. Mais, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas intéressant. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les questions de protection sociale, parce je trouve souvent que la proposition du revenu universel, mais aussi d'autres évolutions de la protection sociale, se heurte dans une partie de la gauche à la critique
en inventant des choses nouvelles qui répondent à des défis nouveaux, on a parlé de la robotisation, de la numérisation tout à l'heure, finalement, on sapait les bases d'une protection sociale qu'on héritait de la résistance. Et donc, du coup, comment tu vois la synthèse qu'on peut faire entre ces deux impératifs, c'est-à-dire préserver la protection sociale telle qu'on l'a, et on voit que quand même depuis assez longtemps maintenant, enfin, toute réforme de la protection sociale est systématiquement se traduit par une réduction des droits individuels et collectifs. Donc, comment on peut faire la synthèse entre ces deux impératifs, et au-delà peut-être du revenu universel, ou alors comment le revenu universel s'intégrerait dans des protections sociales qui seraient réinventées par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Je pense à l'assurance chômage, enfin, on a récemment parlé de l'assurance chômage, des retraites, de ces autres types de protections collectives et individuelles. Au fond, moi, je pense que, bon, en même temps, ça va prendre du temps, mais c'est vrai que tu as raison d'évoquer la question de la protection sociale, parce que c'est une bonne manière d'ailleurs en tout cas, d'envisager le débat au sein de la gauche, de l'écologie politique, sur ce qui pourrait être un nouvel âge de la protection sociale. Et le revenu universel étant cette nouvelle étape que l'on propose, qui suppose d'ailleurs de repenser le financement de la sécurité sociale, non plus en étant adossé au travail, mais en étant adossé à la richesse produite. Il y a un point qui est très important et que moi j'évoque d'ailleurs dans le financement du revenu universel, c'est que quand j'évoquais la taxe robot, par exemple, c'est que quand on évoque le financement de la protection sociale, aujourd'hui les cotisations sociales patronales, elles sont liées au nombre de travailleurs qu'on a dans une entreprise. Mais tu peux faire un très beau chiffre d'affaires avec de moins en moins de travailleurs et tu paieras de moins en moins de cotisations sociales pour ceux qui sont à la retraite, ceux qui tombent malades, ceux qui tombent au chômage, pour ce qui est des patrons en tout cas. Et il me semble extrêmement important, c'est là où la gauche doit faire un effort de pensée, il me semble qu'on doit intégrer aujourd'hui le fait que si on veut conserver des mécanismes de solidarité qui soient efficaces pour lutter contre la pauvreté et les aléas de la vie, assurer un revenu décent à tout le monde, il faut que les prélèvements qui sont réalisés sur les entreprises ne le soient plus en fonction du nombre de travailleurs qu'on a, ou de salariés, pardon, qu'on a, mais en fonction du chiffre d'affaires qu'on réalise. Parce que demain, l'entreprise Auchan, si elle se sépare de la moitié de ses salariés pour les remplacer par des machines, va faire un chiffre d'affaires identique ou supérieur à celui qu'elle faisait avec 100 salariés, mais cette fois-ci avec 50. Et donc payer 2 fois moins de cotisations sociales, donc voir sa contribution à la solidarité nationale diminuer par 2. Est-ce normal? Non, ça n'est pas normal. Et donc, on doit, nous, repenser notre manière de réfléchir au financement de la protection sociale. Ce que permet d'ailleurs le revenu universel, et c'était d'où la proposition que j'avais faite d'ailleurs, de financer le revenu universel, parce qu'on a appelé une taxe robot, qui était une manière un peu rapide, un peu marketée, on va dire, de défendre le principe selon lequel les cotisations sociales patronales ne seraient plus assises sur le nombre de salariés qu'on a dans une entreprise, mais sur le chiffre d'affaires qu'on réalise. Et si tu dis, bah écoutez, vous payez les cotisations en fonction du chiffre que vous faites à la fin de l'année et pas en fonction du nombre de travailleurs, tu modifies les conditions du financement de la protection sociale, mais surtout tu assures une pérennité ou un financement durable de la sécurité sociale. Donc, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, la gauche et l'écologie politique n'ont pas grand-chose à proposer en termes de nouveaux droits et de protection sociale. Tu vois, la garantie pour l'emploi, c'est formidable, mais la garantie logement, ça existe aussi. Et les gens, ils sont logés? Ben, un peu mieux, c'est toujours un peu mieux. Mais la vérité, c'est que la gauche, aujourd'hui, elle se concentre sur le fait de créer des nouveaux droits, mais pas sur les conditions pour assurer l'effectivité de ces droits. Moi, je crois qu'à un moment, le vrai sujet, dans une société qui est de plus en plus riche et dans laquelle l'asymétrie du pouvoir entre les salariés et les actionnaires est devenue terriblement défavorable aux salariés, il est temps que la puissance publique, le peuple souverain à travers la représentation qu'il se donne, modifie les conditions de la redistribution des richesses pour financer la protection sociale et surtout le revenu décent qui permet à chaque individu de pouvoir choisir sa vie. C'est ce que nous visons.
Donc, c'est ça que nous proposons de changer. Je comprends que dans la tête de beaucoup, ça remet en cause ce à quoi on a cru, moi-même, hein, j'ai été un enfant et de la croissance et de la redistribution des richesses par la négociation sociale en entreprise, au niveau de la branche, au niveau interprofessionnel, le rapport de force capital-travail. Mais tout ça, aujourd'hui, reconnaissons-le, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Quel est le seul salaire sur lequel le pouvoir politique peut agir? Le SMIC, plus les salaires des fonctionnaires. Et avec c'est tout. Mais donc, la réduction du temps de travail par des lois, mais en contrepartie de baisse de cotisation sociale patronale. On l'a vu avec les 35 heures. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on a besoin de changer le terrain pour justement être en capacité de modifier les conditions de vie du plus grand nombre et pas simplement d'une partie des Français. Donc, pour ce qui est de la protection sociale, oui, moi je pense que le revenu universel, c'est le nouvel âge de la protection sociale, que la question du financement va se poser, qu'on découvrira que dans les faits, il n'est pas plus compliqué de financer le revenu universel qu'il l'était de financer la sécurité sociale, l'assurance maladie et les retraites au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que en l'espace de 2 ans, rends-toi compte, Nico, parce que tu me poses la question, en l'espace de 2 ans, on passe de 0% de redistribution à 11% du PIB au moment où on crée la sécurité sociale, en 2 ans. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, à l'époque, il y avait les députés conservateurs qui disaient, mais attendez, tout ça va un peu loin. Alors, on ne parlait pas exactement de PIB, on parlait de richesse nationale, mais on est dans des niveaux de prélèvement qui augmentent de manière extrêmement importante. Mais rendons-nous compte quand même que le point important, c'est qu'à chaque fois, on me dit, oui, mais ça va coûter cher. Mais c'est de la redistribution des richesses. Ça veut dire que ce n'est pas l'État qui va payer le revenu universel. Il ne pourrait pas. Il n'a pas les moyens de payer. Ou alors, il arrête tous les services publics, il arrête tout le reste. On redistribue la richesse. Et donc, on la redistribue en réfléchissant à l'assiette des prélèvements. Juste pour que vous l'ayez en tête, je l'évoque un peu dans mon livre, au moment du financement, le patrimoine des Français, c'est 11 000 milliards d'euros. Ce qu'il y a en patrimoine, ce que nous avons tous, alors certains plus que d'autres. Nicolas Bremer et son grand appartement et sa fortune personnelle, c'est beaucoup, c'est énormément. D'autres, moins ici. Mais, mais c'est 11 000 milliards. Donc quand on me dit, oui, mais le revenu universel, M. Hamon, c'est 600 milliards. Bon, mais la marche, elle est déjà un peu moins haute quand même. Quand on met en regard les 11 000 milliards et les 600 milliards. Alors, les 11 000, c'est un stock. Les 600, ce serait un flux. C'est pas pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on peut repenser la redistribution des richesses progressivement, de façon à financer le revenu universel par étapes. Ce sera pas, c'est ça qu'il faut d'ailleurs qu'on tranche, et c'est un débat que Génération doit avoir. C'est par qui on commence? Est-ce qu'on commence par tous et petits? Est-ce qu'on commence par une génération, puis une autre? Ça, ce sont des vrais débats, parce qu'on n'arrivera pas du jour au lendemain à financer le revenu universel. En tout cas pour tous, et à 750 € par mois. Comment tu vois parce qu'on nous pose pas mal de questions là-dessus sur la, la nécessité d'envisager ça au niveau européen, les questions de concurrence fiscale ou de dumping fiscaux qui peuvent exister, la manière dont tu peux harmoniser ça. Alors, ça paraît déjà en France, c'est pas gagné, ça paraît un peu ambitieux de réfléchir ça au niveau européen, mais c'est quand même une question qui se pose, mais peut-être en même temps que le revenu universel n'est pas quelque chose qui nous met en défaut par rapport à d'autres pays, au contraire. Non, mais il y a une chose que, tu vois, c'est marrant, c'est quand on parle de revenu universel, tout le monde dit pense dépense, mais personne ne réfléchit à ce que ça rapporte en recettes fiscales. Imagine si tu injectes 600 milliards d'euros dans l'économie. C'est ça, hein, le revenu universel. Entre 500 et 600 milliards d'euros, qui vont par priorité sur les comptes en banque de gens qui n'ont pas les moyens de consommer comme ils le voudraient. Donc, déjà en revenu, dès lors que le revenu universel ouvre aussi sur un impôt universel qui est payé au premier euro de revenu au-delà du revenu universel. Si le revenu universel est à 750 €, au 751e euro, tu commences à payer de l'impôt.
Deuxièmement, évidemment, ça te fait rentrer de la TVA. Si l'impôt est beaucoup plus progressif, ce sont des recettes fiscales considérables qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc, le revenu universel, ce n'est pas un coût, c'est aussi la possibilité de relancer, évidemment, l'économie et selon ce que nous souhaitons, des modalités qui soient des modalités, cette fois-ci, respectueuses des règles en matière de réchauffement climatique ou de protection de la biodiversité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on nous évoque la concurrence fiscale, mais à ce moment-là, les amis, c'est toujours pareil, c'est qu'au prétexte de la concurrence fiscale, on n'a pas fait la taxe Tobin, ou on a fait une taxe Tobin si petite que ce n'est pas une taxe Tobin. Demain, on nous apposera la même réponse au moment où on se posera la question de savoir faire si on fait comme Biden, c'est-à-dire qu'on applique le principe d'un impôt sur les bénéfices des sociétés qui s'applique à toutes les entreprises, y compris les entreprises françaises dont le siège social est à l'étranger. Biden, il dit, c'est simple, ce sera 21% d'impôt sur les bénéfices des sociétés pour toutes les entreprises. Et si votre siège social est en Irlande et que vous payez 12% en Irlande, vous paierez 9% au Trésor américain. Si on veut le faire en France, on va nous dire « Ah bah oui, mais il faudra le faire, comme Michel Sapin le disait pour la taxe Tobin, il faudra attendre que nos amis européens se mettent d'accord, hein, blablabla. Bla, bla, bla. » Et comme évidemment la fiscalité, c'est à l'unanimité, ça n'arrive jamais. Alors on vous dira « Oui, mais comme nous sommes volontaristes, nous allons faire une coopération renforcée sur ces questions-là. Mais ça va prendre aussi du temps, et bla, et bla, et bla. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps. » La vérité, c'est que ce que je viens de vous dire sur Joe Biden, on n'avancera pas, en tout cas si vous si vous remettiez un gouvernement de la même facture que celui comment dire, de Manuel Valls, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple d'une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'estime, vous pouvez être certain en clair, la concurrence fiscale sera utilisée comme argument pour ne jamais avancer. Donc, moi, je veux bien que cet argument existe, mais Biden, il vit aussi dans un environnement de concurrence fiscale absolue. Et pour autant, il pose ce principe-là. Alors, il a la force d'une économie que nous n'avons pas, sans doute. Mais aujourd'hui, par pitié, je vous le demande, ne raisonnez pas sur le revenu universel en termes de coûts. Raisonnez aussi comme le fait que quand on injecte plusieurs centaines de milliards dans l'économie, ça rapporte plusieurs dizaines de milliards à la puissance publique. Et ça lui donne les moyens des politiques qu'on imaginerait anéanties par le simple fait qu'on crée le revenu universel. Donc, il y a... en tout cas, moi, cet argument-là ne me semble pas un argument probant. Quand on a parlé tout à l'heure un peu de prédistribution des richesses. Est-ce que on peut revenir un petit peu pour approfondir un petit peu cette question sur à la fois les principes philosophiques, mais on a compris un petit peu sur les mécanismes que ça suppose dans la mise en place. Est-ce que c'est juste une question qui, quelque part, est une question un peu philosophique qui permet de justifier l'existence du revenu universel, ou est-ce que ça suppose la mise en place d'outils, de mécanismes, de choses qui permettent d'assurer cette distribution? Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez... La gauche n'a jamais réfléchi comme ça, en fait. En fait, tout ça est est là, dans nos tiroirs depuis longtemps, mais on n'a jamais nous-mêmes opéré cette décomposition du PIB entre ce qui relève de l'activité présente et ce qui relève, et est-ce que c'est chiffrable, de l'activité de ceux qui nous ont précédés. Il y a un économiste suisse qui était d'ailleurs favorable au revenu universel, qui a été le premier à avoir estimé que pour le PIB de la France, 14% de notre PIB était lié à l'héritage que nous cèdent les morts, pour faire vite. Et donc, si c'est 14% du PIB, tu divises par le nombre de citoyens. Pour les 0 à 18 ans, tu fais un revenu universel qui est plus bas. Et en fonction de cette opération, bah, tu fixes le montant du revenu universel.
C'est un petit peu comme ça que font, dans un autre état d'esprit, comment dire, les citoyens d'Alaska ou le gouvernement de l'Alaska quand ils décident de répartir entre les citoyens d'Alaska la rente liée à l'exploitation du pétrole. Vous savez qu'il y a une sorte de... ils font un calcul, ils voient combien les sociétés pétrolifères, quels sont les volumes exploités de ressources naturelles de l'Alaska, quels sont les revenus engendrés par ça, et ensuite, une fraction de ça, c'est leur richesse à eux, c'est les communs. Leur commun est réparti entre tous les citoyens d'Alaska, et chaque année, il y a le dividende reçu qui est $1 000, $1 500, etc., par an, hein, pas par mois, par tous les gens d'Alaska. Donc, on pourrait imaginer que chaque année, ou régulièrement, dans le cadre de la gouvernance du revenu universel, on estime la part du revenu du PIB qui est lié donc, à l'activité de ceux qui nous ont précédés pour déterminer le montant de ce revenu universel. Ça peut être fait, et je trouve qu'au-delà de la philosophie, techniquement, économiquement, c'est tout à fait possible de faire ça. Et moi, je crois d'ailleurs au passage que sur cette idée d'héritage, c'est évident ça que quand on est riche du patrimoine de tous ceux qui nous ont précédés, on n'est pas juste riche ou pauvre du travail de son père ou de sa mère, qui ont pu connaître les affres et les aléas de la vie et ne pas avoir à vous léguer un compte en banque gros comme ça, des bagnoles et un château dans la Loire. Donc, évidemment, mais il est évident que quand on voit les routes, quand on voit les applications qui nous facilitent la vie, quand on voit les infrastructures, ce génie-là, c'est celui de l'humanité, c'est un génie collectif, comme d'ailleurs les communs de l'humanité devraient appartenir à tous et pas à quelques-uns, ni à des États, ni à des entreprises. L'idée de cette certitude qu'on a de naître riche de cet héritage justifierait que cet héritage, qui est aujourd'hui la propriété de quelques-uns, soit réparti équitablement. Et je trouve que, de ce point de vue, ce qu'avait été l'intuition de Thomas Paine, français, britannique, américain, qui a été un acteur de la Révolution américaine, un acteur de la Révolution française, député du Pas-de-Calais, de la Convention à l'époque. Son intuition est une intuition qui conserve une modernité incroyable. Nous savons que nous naissons tous riches d'un héritage. La réalité, c'est que cet héritage, aujourd'hui, est réparti de la manière la plus inégalitaire qui soit. Pourtant, c'est un héritage collectif. Pour revenir sur des questions, enfin, sur la question un petit peu de l'environnement, on voit aussi que le revenu universel, on a vu avec la crise la crise du Covid, la crise sanitaire, et la réalité, c'est aussi que ces crises ont quand même une chance assez importante de se répéter, que quand les sociétés, enfin, on rentre, pour dire les choses plus précisément, on rentre dans une société climatique dans lesquelles les crises sanitaires, sociales, de tout ordre vont se multiplier. Le revenu universel, c'est aussi une manière d'assurer une forme d'égalité, parce qu'on a bien vu que ceux qui étaient les premiers au front dans cette crise-là, c'était aussi ceux qui avaient le moins de moyens, soit parce qu'ils avaient des emplois nécessaires à tout le monde qu'ils étaient obligés d'occuper, soit parce qu'ils n'avaient pas de boulot, enfin qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils étaient bien obligés de continuer à travailler, contrairement à d'autres. Et donc, ça assure une forme d'égalité aussi entre les citoyens face à une situation sanitaire notamment, mais pas que, qui va se répéter malheureusement, qui risque malheureusement de se répéter. Oui, oui, ce que tu dis est juste, c'est que le revenu universel, c'est ce qui te permet d'avoir de toute façon un revenu, quelle que soit ta situation. Que tu n'aies plus d'emploi ou que tu en aies un, il correspond, si on part du principe que c'est le revenu lié à l'héritage collectif ou ta part de l'héritage, c'est ce à quoi tu as le droit de toute façon. Que tu aies basculé dans un moment de non-travail ou de non-emploi, pardon, moi-même je fais l'erreur, ou pas, c'est là. Mais c'est surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que ça permet d'envisager l'avenir radicalement différemment. Si tu sais que tu as ça de toute façon,
en plus de tous les autres mécanismes de solidarité. Là, en plus du Un chômage. changement de travail, une formation, une réorientation professionnelle, une négociation avec un employeur, c'est pas du tout, tu ne le fais pas dans les mêmes conditions, tu vois. Tu prends le travailleur ou la travailleuse qui a des conditions de travail difficiles, qu'on a marre de bosser tous les matins, de se lever tôt pour un boulot qui est dur et lui rapporte peu. Si elle a le revenu universel, qu'est-ce qui se passe? Dans ces secteurs-là, qui payent mal et offrent des conditions de travail difficiles à des gens parce qu'ils savent qu'ils sont obligés de l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 millions de chômeurs ou 4 millions, 5 millions qui attendent. Ça marche. Mais dans une société dans laquelle ceux à qui ils donnent ce mauvais salaire ont la possibilité de faire autre chose, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Tu n'es plus obligé d'accepter un salaire de misère. Tu peux négocier. Et j'ai entendu souvent des gens me dire, Monsieur Hamon, notamment des gens de gauche, disaient ah oui, mais ça va baisser les salaires. C'est quand c'est que c'était un argument un peu, tu vois, un peu rapide pour dire que c'était forcément mauvais. C'est pas vrai. Dans des secteurs, si vous raisonnez selon la règle qui veut qu'aujourd'hui, hélas, le travail est une marchandise, je vends ma force de travail en contrepartie de ça, j'ai un salaire. Il y a des secteurs dans lesquels je la vends à vil prix. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ce boulot. Et ces secteurs-là, qui savent parfaitement aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre nombreuse, je pense notamment au secteur ce qu'on appelle le care, les métiers du soin, où il y a besoin pour les personnes âgées dépendantes, pour les personnes malades, de beaucoup de personnes, on embauche beaucoup de personnes qu'on ne peut pas encore remplacer par des machines, et on les embauche à vil prix, parce qu'on a besoin d'elles, parce que le besoin des personnes, des bénéficiaires est aussi réel, mais on peut le faire parce que l'économie, on va dire le rapport de force entre le capital et le travail le permet de les embaucher à ce prix-là. Mais si demain, ceux qui acceptent dans ces métiers-là, dans les maisons de retraite par exemple, d'être mal payés, ont la capacité de négocier parce qu'elles peuvent basculer sur un revenu universel, changer de métier, ça change tout. Dans les EHPAD, tu paieras un peu mieux tes aides-soignantes. Et la conséquence ne sera pas la baisse des salaires, mais dans ces secteurs-là, probablement ou l'amélioration des conditions de travail, ou la baisse du temps de travail, ou l'augmentation des salaires. Donc c'est contre-intuitif de croire que le revenu universel conduit forcément à une baisse des salaires. Dans des secteurs où, cette fois-ci, on va dire, les tensions, les besoins en main-d'œuvre sont moins importants, il peut y avoir des éléments de modération salariale. Mais de toute façon, dans ces secteurs-là, mais encore, ce n'est pas tous, donc je le dis, la modération salariale, elle ne sera jamais équivalente au gain qui est lié au revenu universel. Ça veut dire, ce que tu disais tout à l'heure sur les paroles de Jaurès, sur faire rentrer la démocratie dans l'atelier, etc. Il y a aussi, ce qui est d'ailleurs un sujet sur lequel, depuis les lois Auroux, la gauche n'a pas tellement avancé finalement, la question de la démocratie dans l'entreprise et la question du rétablissement d'un certain pouvoir des salariés, elle se joue aussi là-dedans, puisque le rapport de force, ça fait aussi changer le rapport de force à l'intérieur de l'entreprise. Ah, exactement, tu as tout compris. Non, mais je veux dire, tu as tout compris. Pardon. Non, mais tu dis là, pour moi, le sujet central, c'est que le revenu universel, c'est l'instrument par lequel tu rééquipes le travailleur et tu lui donnes la possibilité d'être à nouveau souverain. Regardons les choses en face. La démocratie, ça suppose quoi? La liberté. Et la citoyenneté, ça me passe, c'est forcément la liberté. Dans la démocratie athénienne, seuls des citoyens libres, hommes et non esclaves, pouvaient jouir de ce droit et exercer cette souveraineté. Mais sans liberté, il n'y a pas de citoyenneté. Comment tu peux être citoyen dans l'entreprise dès lors que tu acceptes dans un contrat de travail un lien de subordination à ton employeur? Et le lien de subordination suppose que ton employeur puisse te donner des ordres et que tu sois sommé de les exécuter en contrepartie du salaire. C'est ça le lien de subordination, c'est le contrat de travail, c'est le droit du travail, il est ainsi fait. Alors, le droit du travail, le droit social est venu te donner d'autres droits qui te permettent finalement de rendre ce lien de subordination plus acceptable, mais tu n'es pas un citoyen dans l'entreprise. Que change le revenu universel? C'est qu'il te donne la possibilité de négocier ce que le contrat de travail ne te permet pas de faire. Il te donne une liberté que le contrat de travail ne te donne pas aujourd'hui. Et c'est en ça que
Jaurès dit il faut faire entrer non pas la démocratie, mais la République dans l'atelier. Et là, oui, tu fais rentrer la République dans l'atelier. C'est-à-dire que tu gagnes une citoyenneté, une liberté que tu n'as jamais eue. Alors certains l'utiliseront bien, mal, mais moi j'affirme que ça renforcera considérablement le rôle des syndicats. Si les syndicats demain savent qu'ils peuvent s'appuyer sur des travailleurs qui, grâce à leur revenu universel, sont plus obligés d'accepter les conditions qui sont posées par l'employeur qui va faire un référendum et qui va leur dire eh bien, écoutez les cocos, vous repassez à 39 heures sans augmentation de salaire, sinon je licencie. Ah bah qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dans les boîtes, quand tu as envie de garder ton boulot, bah, tu vas accepter. La plupart du temps, elle est contre l'avis des syndicats. Ce que change le revenu universel, et c'est ce que les syndicats doivent alors ça commence à évoluer, j'ai vu, mais ça leur redonne du pouvoir. Il ne faut pas qu'ils le voient comme le fait que ça donne du pouvoir aux individus au détriment du collectif. Aujourd'hui, le collectif n'a que très peu de pouvoir. Les seules victoires du mouvement social sont des victoires pour obtenir qu'on ne te prenne pas le bras, mais la moitié du bras. Donc après, tu dis, ah, chouette, il ne vous a pris que la main. Et vous auriez pu être coupé au coude. Ouais, mais merci, mais j'ai quand même plus mon poignet. J'ai quand même plus là. Mais tu vois, et là, il y a, me semble-t-il, un instrument. Moi, j'ai eu une discussion super intéressante avec Laurent Berger sur le revenu universel. Il n'est pas pour, hein, comme la plupart des OS, des organisations syndicales. Mais je vois que ça bouge. Je vois que ça bouge à la CGT, je vois que ça bouge à la CGT, un peu moins dans le syndicat Alliance. Je me demande pourquoi. Ils sont cons, les policiers. Ça leur changerait aussi la vie, le revenu universel. Hein. Ça ferait tomber le stress, d'ailleurs, au passage, pour certains d'entre eux. Bon, bref, voilà. D'ailleurs, tu remarqueras d'ailleurs que les seuls syndicats hein, qui font des manifs et dans lesquels les ministres vont manifester, c'est les syndicats de police. Moi, je vous le dis, le jour où Blanquer ira à une manif de la FSU et du SGEN CFDT, alors là, j'applaudis, hein, mais c'est pas demain la veille. Hein. Tu sens vraiment que ça évolue chez les syndicats dans les discussions que tu as avec les centrales, etc., cette question-là? Je pense qu'en tout cas, beaucoup voient qu'il y a des impasses dont ils ne sortent pas et que ça suppose en tout cas de parler. Au début, sur le revenu universel, il y avait un non de principe qui était non, c'est par le travail qu'on gagne de la reconnaissance sociale, ce qui est vrai. Quand tu t'épanouis dans ton travail, dans l'estime que tu tires de soi, dans l'utilité à l'égard de la collectivité, on peut s'épanouir par le travail. Mais les syndicats sont les mieux placés pour savoir qu'on peut aussi souffrir et ne pas du tout s'épanouir par le travail. Et le fait d'essayer de déplacer, moi, je vous invite à utiliser cet argument sur le sujet de la prédistribution de la richesse. Moi, il est apparu qu'auprès de gens qui n'étaient pas convaincus, en tout cas, ils causent. Là où ils ne causaient pas, ils causent. Voilà. Donc ça bouge. Puis honnêtement, quand le pape François dit qu'il faut faire un revenu universel pour tous, alors je ne vous demande pas de vous convertir à l'Église catholique et romaine, mais c'est pas rien quand même. C'est quand même, quand on sait l'histoire, j'y consacre un long chapitre d'ailleurs dans mon livre, quand on sait ce qu'a été la rupture entre l'Antiquité et le christianisme dans la valeur travail, et le fait que travailler est devenu le moyen pour les chrétiens d'honorer Dieu, d'acheter leur salut, là où auparavant dans l'Antiquité, la scolée, c'est-à-dire le temps du loisir, de l'amitié, le loisir récréatif était en valeur supérieure à ce qu'on appelait la scolia, c'est-à-dire ce qui n'est pas le scolé et qui était associé au travail pour la subsistance. On voit qu'il y a une inversion de la hiérarchie. Il y a des travaux remarquables d'un philosophe comme Charbonnier, d'un historien comme Piron, que je cite, sur le lien entre prospérité, abondance et croissance, comme si le bonheur était lié à la richesse matérielle. Et indiscutablement, il y a un lien, moi je crois, entre le christianisme et la représentation qu'on a du travail. Et le fait que le pape François, qui est sud-américain, ça n'est pas un hasard, fasse évoluer cette représentation-là, alors là, pardon de le dire, mais ça n'est pas rien.
cette dernière communication, ah oui, ça n'est pas rien. C'est même extrêmement important. Ça aura plus de conséquences que bien des textes de congrès de partis politiques de gauche. Hein. Alors, justement, pour terminer, parce que l'heure avance, pour avancer un peu sur la question des conditions politiques de la réalisation du RUE. On voit on en a parlé, hein, mais il y a une partie de la gauche qui n'aime pas ça, qui n'aime pas le RUE, soit parce que ce n'est pas dans son logiciel politique, soit parce qu'on trouve que c'est trop compliqué à financer, enfin pour plein de raisons différentes. Donc, est-ce que finalement, comment le RUE, ça peut ça peut recréer un trait d'union entre les différents partis de la gauche et de l'écologie, et quelles sont les conditions politiques à ce que le RUE existe, ou qu'au moins l'idée avance et figure à un moment on en parlait tout à l'heure, mais dans un programme politique commun. Ben, la première chose que je vais te dire, Nico, c'est de dire, comme moi je le dis, moi je ne soutiendrai pas un candidat qui ignore le RUE aux élections présidentielles. Ou alors je suis un nouveau candidat, tu vois. Non, je ne suis pas en train de t'annoncer un truc, hein, je sais pas, mais moi je ne ferai pas. Il n'est pas question que que ce sujet qui était dans la campagne présidentielle, dont on reconnaît désormais que c'était une idée qui fait sens, qui progresse partout, soit écarté de la prochaine élection présidentielle. Donc il faut faire pression aussi auprès des candidats. Leur dire, vous êtes impétrant, vous voulez y aller, pas de soutien, nous ne vous soutiendrons pas si la question du RE ne fait pas l'objet au moins d'une réflexion, d'une proposition, d'une discussion. Je ne leur demande pas de reprendre ce que j'ai dit à la lettre, moi, en 2017, mais je l'ai dit aux uns et aux autres, je l'ai dit à Jadot, je l'ai dit à Hidalgo, je l'ai dit à Mélenchon, ce sont les seuls candidats connus. Si vous ne reprenez pas ce sujet-là, moi, votre campagne ne m'intéresse pas. Je la trouverais de toute façon insuffisante. Après, je suis grand, je voterai. Et je dirais, moi aussi, comme tout le monde, en fonction des sondages, de mon humeur du moment, ce que je ferai. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagnera, quoi. Donc, moi, je pense que, je l'ai dit à la plateforme 2022 ou jamais, qui n'a pas repris le revenu universel en me disant oui, mais c'est un irritant pour le PS et la France insoumise. Je leur ai dit, bah, écoutez, moi, il y a plein de choses qui m'irritent, tu vois, et il n'y a pas besoin d'aller au revenu universel, de faire le revenu universel. Moi, ça m'irrite qu'on aille à des manifestations avec Zemmour. Donc, il y a plein d'irritants, mais on est capable de se voir et on va essayer de dépasser ça un tout petit peu. Et donc, je pense qu'il faut plaider et militer pour que les compromis qui se fabriquent à gauche ne se fabriquent pas sur des plus petits dénominateurs communs dont on sait qu'ils ne changeront rien au rapport de force capital-travail et qu'ils ne permettront pas de penser la sécurité sociale qui s'articule avec la transition écologique. Le revenu universel, c'est le moyen de faire en sorte que le travail et la protection sociale s'alignent avec les objectifs en termes de lutte contre le réchauffement climatique, de transition écologique, de sobriété et d'efficacité énergétique, de restauration de la biodiversité. Je le dis, je l'affirme. En tout cas, c'est pour ça que je me battrai pour. Donc, après, il faut que ce soit défendu. Aujourd'hui, moi, j'observe qu'il n'y a plus, il n'y a pas le veto du côté de la France insoumise qu'il y avait auparavant. En tout cas, dans les discussions que j'ai eues avec Mélenchon ou Quatennens, par exemple, ce veto n'existe plus. Il y a une disponibilité pour discuter. J'observe que les socialistes ont décidé de proposer le revenu de base. Alors, c'est vraiment la version, c'est le RSA amélioré, donc, mais bon, ça progresse. Je le dis aux écolos, ils ont fait campagne avec moi sur le revenu universel, il ne faut pas qu'ils soient en deçà. Et le revenu de transition écologique, ce n'est pas le revenu universel, j'espère qu'ils iront au-delà. Et je le dis à Jadot, je le dis à Piolle, je le dis à Rousseau, va falloir bouger là-dessus. Voilà, donc il faut. Ce serait dommage que la France, qui finalement a été assez pionnière, tu sais que moi je suis invité partout, hein, on me demande à l'étranger pour parler de ça, donc ce serait quand même un peu con
que ce n'est pas nous qui sommes les pères de cette idée-là, mais alors qu'on apparaît comme une référence maintenant dans plein de pays, qu'on soit qu'à la prochaine élection présidentielle, cette question ne soit pas dans le débat présidentiel. Si elle n'y est pas, ce serait, je pense que ce serait un grand échec, en tout cas pour la gauche et l'écologie politique. Et ça veut dire qu'elle peut y être de manière, comment dire, partielle, ou qu'en tout cas, on acte le principe et qu'on y aille progressivement, qu'on se dirige vers cette idée-là, mais qu'on l'acte quand même, quoi. Oui, mais bon, nous-mêmes, regarde, en 2017, pendant la primaire, on évoque le revenu universel, pendant la présidentielle, on évoque une solution qui est une première étape qui finalement a mis plus de confusion qu'autre chose, que je ne reprends plus moi-même. Tu vois, donc on avance, on progresse, en marchant qu'on apprend à marcher. Et nous, moi, je ne referai pas la même campagne sur le revenu universel en 2022 que je l'ai faite en 2017. Donc, évidemment qu'il faut causer, qu'il faut imaginer cette marche vers le revenu universel selon des modalités de discussion, d'élaboration, peut-être beaucoup plus fines que celles de 2017. Et ensuite, selon une gouvernance dans le temps et sur le temps long, qui permettra justement de franchir ces étapes les unes après les autres, en faisant en sorte qu'elles soient soutenables sur le plan économique et financier. Donc moi, je n'ai pas du tout de problème. C'est juste la perspective qu'il faut adopter. C'est ça qui m'intéresse. C'est que des candidats de gauche écologistes disent oui, aujourd'hui, le travail, ça n'est pas que l'emploi. Oui, il faut prédistribuer la richesse. Oui, il faut anticiper l'impact de la révolution numérique. Si j'ai ces trois oui, ou s'il y a ces trois oui, il y aura forcément le revenu universel. Super. Écoute, merci beaucoup. On arrive au terme de notre réunion. Encore au nom de tous les gens qui ont assisté à ça, et en particulier de nos amis du 20e arrondissement, merci beaucoup. J'espère qu'on arrivera à avancer sur ces questions-là, et que la présidentielle sera vraiment l'occasion de faire un pas décisif, parce que vraiment, j'ai et on a tous la conviction que c'est vraiment une réponse à la question climatique, mais qu'elle est centrale à la construction d'une société dans laquelle on arrive à remplir les défis climatiques cruciaux qui sont devant nous. Donc encore une fois, merci beaucoup Benoît. Je vous donne toutes et tous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, même lien, avec Daniel Linhart, où on va continuer à parler travail. On a commencé à aborder, mais c'est agréable de voir que tout ça se tient d'une conférence à l'autre. Donc, merci infiniment à tout le monde. Et puis, rendez-vous jeudi 27 mai à 20h avec un épisode consacré, intitulé « Quel avenir pour le travail ?» Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Salut à tous. Ciao, portez-vous bien.